Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Le mercredi de 21h à 22h. Tout est école, tout est enseignement. Plus 93.3. Rien n'est simplement récréatif. Tout est école, tout est enseignement. La France ne comprend pas l'Afrique. Il est grand temps qu'elle la comprenne. Chers auditeurs, chères auditrices, Aou Bismillah, bienvenue au grain. Et cette fois-ci, d'habitude je vous dis comme un mercredi sur deux, et là, dorénavant, on est en 2016. Et ce sera tous les mercredis que j'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie des fidèles du grain. On a ce soir ici Raymond, bonsoir Raymond. Bonsoir Mathieu. Maxime, bonsoir Maxime. Bonsoir Mathieu. Pierre est derrière le poste, il avait beaucoup de boulot, mais on le salue bien bas. Et notre invité, Chaka Balo. Bonsoir Chaka. Bonsoir. Déjà, bonne année messieurs. Merci. Et bonne année à vous, donc derrière le poste. J'espère donc du coup que cette année sera belle, qu'elle sera dans la paix, qu'elle offrira la paix, la prospérité, l'amour. On avait commencé ce cycle d'émission par l'amour. Et je vous souhaite donc beaucoup d'amour dans cette année 2016. Vous avez entendu une nouvelle année, nouveau générique. Et on a entendu sur ce générique Amadou Mpateba. On a entendu Thomas Sankara et entre les deux, on a entendu le fiston. Alors je souhaite à tous nos fistons et aux miens, excusez-moi de penser aux miens, qu'ils soient un mix de ces hommes. Thomas Sankara pour le cœur de lion et Amadou Mpateba, la sagesse. Et messieurs, ce soir, je vous propose donc de parler du conflit au nord du Mali, conflit qui sévit. Alors, dont on parle en tout cas beaucoup depuis 2012, mais tu vas nous dire Chaka, tu vas nous expliquer en fait que ce conflit remonte bien avant 2012, puisque peu après finalement l'indépendance du Mali, donc en 1960, c'est ça, oui, le 22 septembre 1960, fait, oui. Peu après déjà la déclaration d'indépendance. Une faction, une partie du peuple touareg réclamait déjà une minorité, oui. une minorité touareg réclamait son indépendance, une partie du territoire, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc, ce que tu nous proposes d'aborder ce soir, c'est pas le conflit malien finalement, comme on a beaucoup entendu parler du point de vue politique, économique, même social. Toi, tu veux aborder aujourd'hui, puisque c'est des études finalement. Toi qui est spécialisé dans les nouvelles technologies de l'enseignement, mais aussi dans la psychologie des groupes. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et des individus. Donc, on va aborder ce soir donc le conflit malien sous l'angle de l'approche psychosociale. Donc, je te laisse commencer, Chaka, peut-être déjà nous mettre dans le contexte de ce conflit au nord du Mali qui sévit donc depuis plus de 50 ans maintenant. Ouais. Donc, je dis bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous. Donc, je vais commencer par exposer d'abord les événements qui se sont déroulés au Mali. Donc, c'est un conflit, comme Mathieu vient de le dire, bien sûr, c'est un conflit qui date des années 60, soit l'indépendance, juste après l'indépendance du Mali. Et puis, on va s'intéresser particulièrement au conflit de 2012. Donc, je vous expose les faits d'abord, puis on va passer à l'analyse. Vas-y. Donc, on est au 17 janvier 2012, au Mali, dans le nord Mali, les Touaregs, groupes minoritaires, alliés aux djihadistes, attaquent les camps de l'armée malienne dans le nord du Mali. Et donc, de ces attaques, il en résulte que le pays est divisé en deux blocs, le bloc nord et le bloc sud. Et donc, c'est la fin de cette étape des conflits. Donc, une autre étape va se dérouler après, c'est-à-dire une étape que moi j'appelle l'étape des luttes internes, c'est-à-dire des luttes dans les deux blocs, bloc nord et bloc sud. Donc, ces étapes, qu'est-ce qui va se passer dans ces deux blocs? En fait, au nord, d'abord, donc il y a les islamistes
qui vont prendre le contrôle des territoires conquis. Et donc, ils vont chasser les éléments indépendantistes touaregs. Donc, et ils vont établir la charia dans le nord du pays. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps, au sud, dans le bloc sud du pays? Dans le bloc sud, il y a un coup d'État qui s'est perpétré le 22 mars 2012. Et donc, le pays est sous le régime militaire. Donc, d'un côté, dans le nord, le pays n'existe même plus, puisque l'armée est défaite. Et au sud, on a un régime qui se bat contre les instances internationales. Sachant qu'au nord, on n'a pas non plus un bloc homogène, puisqu'il est composé de deux. Oui, d'abord ils se sont mis ensemble pour combattre l'armée malienne. Donc ce sont les AQMI, oui, les djihadistes plus les groupes Touareg. Le MNLA. Le MNLA qui veut l'indépendance de des régions du nord du Mali. Qu'on appelle l'Azawad. Qu'ils appellent l'Azawad. Donc ça, ces moments vont durer jusqu'à la fin de l'année 2012, c'est-à-dire jusqu'au 9 janvier 2013. D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les groupes djihadistes, après avoir défait le MNLA, c'est-à-dire le mouvement national minoritaire Touareg qui se trouve au nord, donc ils vont commencer à descendre vers le sud du pays pour essayer d'appliquer la charia dans la totalité du Mali. Et c'est en ce moment-là, le 9 janvier 2012, que les autorités intérimaires du Mali, ils vont faire appel à la France pour venir défendre le pays contre l'avancée des djihadistes. Le janvier 2013. Le janvier 2013. Ouais. Et c'est à cet appel que la France va répondre le 11 janvier. Donc c'est le début d'une nouvelle étape. Donc c'est une étape que j'appelle la reconquête des territoires du Nord. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à chasser les islamistes, qu'on va commencer à faire en sorte que le processus de paix commence au Mali. Donc, c'est la fin de cette étape lorsqu'on entre dans le processus de paix. Et donc, ce processus de paix qui vient après l'intervention française est toujours en cours. Et depuis le mois de mai de l'année 2015, donc, il y a eu un accord qui est politique, économique et sécuritaire qui est signé entre le gouvernement malien, le corps social malien et les groupes rebelles Touareg qui sont au nord. Et ces groupes sont considérés comme non affiliés au groupe djihadiste. D'accord. Donc, voilà. Il y a eu une véritable scission à l'intérieur même du groupe. C'est-à-dire que tu parlais d'une union, on va pas détailler parce que c'est pas l'objet de l'émission, mais pour bien comprendre, le bloc que tu décrivais, cette alliance pour finalement faire barrage au bloc sud, oui. C'est-à-dire l'alliance MNLA-AQMI, oui. Finalement a fini par elle-même se dissoudre. Tout à fait. Au fil du temps. Ouais, au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y avait les AQMI à côté. Donc Al-Qaïda, le groupe Al-Qaïda du Maghreb. Ouais. Islamique, ouais. Al-Qaïda au Maghreb islamique pour être précis. Donc, et il y avait le MNLA de l'autre côté. Et donc le MNLA s'est divisé en plusieurs groupes après, parce que il y avait des Touaregs là-dedans qui étaient partisans de l'application de la charia dans le nord Mali et dans tout le Mali, alors qu'il y avait d'autres qui étaient partisans pour l'indépendance des 3 régions seulement. D'accord. Donc voilà pourquoi ils se sont battus entre eux. Et donc ceux qui voulaient l'application de la charia sont descendus vers le sud. D'accord. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu l'intervention française. Donc là, on rentre dans le vif du sujet effectivement, puisque on voit des conflits à l'intérieur même des deux blocs. Oui. Est-ce que avant même qu'on écoute le premier morceau que tu as choisi, oui. tu peux nous donner
une définition, peut-être expliciter même cette notion de conflit, donc sous l'angle de l'approche psychosociale. Oui. Ben, en fait, sous l'angle des psychosociales, donc le terme conflit prend deux sens. C'est-à-dire un premier sens, le mot est utilisé dans le sens d'incompatibilité. C'est-à-dire deux groupes de personnes ou deux personnes prenant des trajectoires différentes, ayant des intérêts différents, peuvent entrer en collision. Je dis bien peuvent. Mais il se peut que ça n'arrive pas. Mais c'est par exemple le cas selon ce sens. Dans ce sens-là, le conflit malien est bien un conflit dans le sens d'incompatibilité parce que le groupe minoritaire Touareg, qui sont indépendantistes, ils portent un projet d'indépendance d'une partie du territoire du Mali, alors que le gouvernement malien, l'État malien, a un projet national pour cette partie de son territoire qui inclut aussi les Touaregs. Donc il y a incompatibilité entre les deux projets. Donc ce qui est source de conflit, ça peut l'être, c'est toujours latent. On dit ça, c'est un conflit latent qui existe. D'accord. Mais ça peut aussi se transformer dans le sens d'hostilité, c'est-à-dire le second sens du mot conflit. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque l'incompatibilité va dépasser le stade de latence, et puis ça va entrer dans les gens et les groupes vont adopter des comportements explicites qui visent à détruire ou à déshumaniser l'autre groupe pour imposer leur projet. Et on peut dire que dans ce sens, le conflit malien est bien un conflit dans le sens d'hostilité, puisque on vient de le dire, les Touaregs, les minorités Touaregs indépendantistes ont pris les armes et ils ont attaqué les camps de l'armée malienne. Donc dans ce sens, il y a bien sûr conflit, puisqu'il y a des morts. Très bien. Et ça, c'est un comportement aussi. D'accord. Donc je pense que tu as bien synthétisé. Tu as posé le cadre de cette notion de conflit. On a fait exprès de choisir le thème précis du conflit nord-malien. On a la chance que tu sois là, que tu sois toi-même malien. Je ne l'ai même pas précisé en début d'émission. Tu es toi-même originaire du Mali. Tu as choisi un chanteur malien. Je t'ai demandé de venir avec trois pépites, trois galettes. D'accord. Et tu as choisi comme premier morceau Ali Farka Touré pour nous parler d'amour, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai choisi cette musique, ce morceau de musique de Ali Farka Touré, Djarabi, c'est-à-dire Djarabi, c'est ce qui veut dire l'amour dans la langue bambara, donc ma langue natale. Donc parce que moi je pense que l'amour c'est quelque chose qui fait partie de ce que j'appelle le lien humain entre les autres. C'est-à-dire que lorsque les individus ils s'aiment, peu importe la communauté d'appartenance, peu importe la personnalité de l'autre. Donc c'est ce moment d'amour qui fait que c'est important. Que ça Touareg, musulman, oui. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas du tout l'appartenance qui est un problème. L'amour transcende tout, donc. Oui. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort entre les gens qui dépasse l'appartenance, à mon avis, et qui dépasse les personnalités. Donc pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui participe à cela. C'est un exemple de ces liens universels entre les gens. Très bien. Ali Farka Touré, Djarabi. Ko fente ne fe ne dumbe ne fe
kasi ikana habingo jarabi kaba ikana timi ikana kasi ikana habingo jarabi koso mukerila jarabi mukerila nadumere fai mukerila nasheri mukerila nadumere fai ami kulbali Ali Farka Touré, Diarabi, un titre magnifique dont j'avais passé une version, je ne sais pas si tu la connais, Chaka, avec de son fils Vieux Farka Touré avec Idan Rechel. Je ne sais pas si tu connais cette version Diarabi, avec c'est le duo de son fils, donc Vieux Farka, avec un Israélien, Idan Rechel. Non. Touré Rechel, elle s'appelle Collectif, ça te dirait? Ça me dit pas, mais la chanson, je t'invite à l'écouter, c'est vraiment une chanson magnifique. Alors, on va donc maintenant rentrer dans le modèle explicatif. Il aurait fallu sûrement détailler déjà qui sont les Touaregs, quels sont vraiment quelle est vraiment l'histoire. On a parlé de 50 ans de conflits déjà. On peut pas vraiment, peut-être même que tu reviendras à la limite pour faire une émission là-dessus. Là, l'idée de ce soir est vraiment d'avoir ton explication, de dérouler, on va dire, ta thèse sur les événements et qu'on en arrive à ce que tu préconises comme solution. Ce que je te propose, c'est de continuer. Si on a le temps à la fin de l'émission, peut-être même on pourra poser, de toute façon on posera toutes les questions qui nous passent par la tête à chacun. Mais ce que je te propose, c'est de continuer ce que tu as commencé à dérouler. On va continuer à dérouler le fil d'Ariane pour maintenant donc en arriver à donc ce modèle explicatif, ce modèle comment expliquer ce conflit au nord du Mali. Le pourquoi. Donc la question, c'est pourquoi les conflits maliens, pourquoi le conflit entre les Touaregs et le reste du corps social malien. Donc on va essayer de voir ça selon un point de vue psychosocial, c'est-à-dire en utilisant des résultats qui proviennent des recherches scientifiques de la psychologie sociale du groupe et des individus. Donc, première thèse de ce modèle s'appelle l'individualisme. Donc, de quoi s'agit-il? Selon cette thèse, donc la personnalité des individus impliqués dans les conflits ou la personnalité violente ou mafieuse des individus ou laxiste des individus peuvent être facteurs de conflits. Et en quoi cela concerne le cas malien? En effet, il y a plusieurs analyses qui se sont intéressées d'abord au chef de l'État au moment où les faits se sont déroulés, c'est-à-dire en 2012. Celui qu'on appelait ATT. Ouais, le président c'était Amadou Toumani Touré. Donc là, on s'intéresse à ses caractéristiques individuelles, telles qui sont connues, un homme de consensus, un homme laxiste, qui est laxiste. Mais qui lui-même avait renversé à l'époque. Oui. Donc c'est un ancien militaire, mais il est dirigé par consensus. Donc il est accusé par certains d'être laxiste. D'accord. Et de l'autre côté, les Touaregs, ils sont considérés comme des individus extrêmement violents, en compagnie avec des djihadistes, selon cette thèse. Et donc là, on a un président qui est vu comme mou et laxiste en face des personnes qui sont considérées comme violentes. Et donc, du coup, il y a conflit forcément dans ce cas-là. Donc, cette thèse, ça, c'est le fondement de cette thèse qui explique le conflit malien.
de 2012. Donc, est-ce que c'est la réalité? Effectivement, il y a certains faits, tels que par exemple, les Touaregs armés sont venus de la Libye. Après l'intervention des Occidentaux en Libye, les Touaregs armés, ils sont rentrés dans le territoire malien sans être désarmés, alors que les Nigériens, aussi bien que les Algériens, ils les avaient désarmés avant. Donc du coup, c'est ça qui accrédite un peu cette thèse que le président il a laissé les Touaregs entrer. Donc par laxisme, il y a cela qui est ça accrédite cette thèse. Et il y a le fait aussi que les Touaregs aussi, ils ont quand même massacré plus d'une centaine de personnes, des militaires. Ils ont égorgé, mis une balle dans la tête le même jour. Et ça a suscité beaucoup d'émotions au Mali. Donc ce qui fait qu'on a une image des personnes qui sont extrêmement violentes et qui sont extrêmement sanguinaires. Donc, mais peut-être on ne sait pas, est-ce que c'était des Touaregs ou est-ce que c'était des djihadistes qui étaient leurs compagnons? En tout cas, donc ça reste des questions. La confusion était là en tout cas à ce moment-là. Donc la question, elle reste ouverte. Mais quand même, ces faits accréditent un peu cette thèse de l'individualisme qu'on a à faire avec des individus qui sont d'un côté violents et un autre qui était laxiste. Et donc après cette explication, il y a aussi ce qu'on appelle un autre modèle qui s'appelle la compétition réaliste intergroupe. De quoi s'agit-il? Cette thèse prend le schéma inverse de ce qu'on vient de proposer. Donc ça veut dire que c'est pour cette thèse, c'est la nature compétitive des relations intergroupes qui est facteur des conflits. C'est-à-dire que prenez des individus, quelle qu'en soit leur personnalité, séparez-les en deux groupes, introduisez un facteur de compétition. Vous allez voir que les plus gentils vont devenir aussi violents que ceux qui étaient violents avant. Donc cela a été prouvé par les psychologues sociaux. Donc là, ces expériences montrent que finalement, c'est peut-être pas les caractéristiques individuelles qui expliquent le conflit. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire la compétition. Et en quoi ça concerne le cas malien? D'abord, on peut relever deux niveaux. Au niveau national, il y a compétition pour les terres agro-pastorales. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des communautés qui sont sédentaires, qui se nourrissent, qui ont besoin de ces terres pour cultiver et se nourrir. Et on a les Touaregs d'un côté qui sont nomades et donc qui ont besoin, nomades et éleveurs il faut le dire, et qui ont besoin de ces terres aussi pour aussi nourrir leurs animaux et se nourrir aussi. Donc là, la ressource est rare, il n'y a pas beaucoup de terres comme ça dans le nord, quand on sait qui c'est le désert. Donc il y a compétition pour ça. Donc à un niveau international aussi, il y a beaucoup de thèses qui sont avancées selon ce modèle, c'est qu'il y a compétition aussi pour le contrôle du Sahara, c'est-à-dire le Sahara qui est considéré comme riche en ressources minières. Et donc ces ressources minières est aussi une base stratégique pour la géopolitique. Donc ce qui expliquerait, selon certains chercheurs, le fait que les Occidentaux aussi sont beaucoup plus actifs dans ces zones du Sahara. Oui, ton compatriote Oumar qui était à ta place ici nous expliquait que Tombouctou, géographiquement, était au centre du monde, et que géopolitiquement parlant, de façon même stratégiquement, d'avoir cette place là, c'était primordial pour justement une stratégie militaire d'envergure. Et je voudrais que tu puisses donc continuer. Donc tu nous abordais deux points. Tu nous parlais aussi de compétition sociale, il me semble. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est notre modèle aussi. C'est-à-dire que ce modèle, c'est un modèle aussi. Le mot-clé, c'est la compétition toujours. Mais il s'agit d'une compétition sociale. C'est-à-dire que les groupes sociaux, n'importe quel groupe social, se met en compétition pour avoir une identité sociale positive, c'est-à-dire une bonne image. Et lorsque dans une société,
Et le groupe, on appartient à une communauté qui n'a pas une identité sociale positive, c'est-à-dire une bonne image dans la société, alors les membres du groupe, qui est dit souvent défavorisé, va se mettre en compétition avec les autres, va peut-être se battre pour changer sa place de défavorisé. Et là, en ce moment, ils peuvent entrer en conflit avec le groupe majoritaire. Et donc, comment cela se traduit sur le cas malien? En fait, sur le cas malien, les groupes Touareg se considèrent comme minoritaires au Mali, comme défavorisés, comme discriminés. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc, pour eux, pour avoir leur place, il faut qu'ils se battent. Donc, ce qui expliquerait le fait qu'ils ont recours, en tout cas, chaque fois qu'ils parlent de leur combat, de leur cause, ce sont des arguments qu'ils avancent. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas passer dessus et qu'il faut prendre en compte à partir du moment où peut-être ça les affecte. Ça, c'est ce qu'on appelle la compétition sociale, différent de la compétition qu'on avait dit pour les ressources. Donc, on va passer à un autre modèle maintenant, c'est-à-dire le modèle de l'autocatégorisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la façon dont les individus se catégorisent a une incidence qui explique, a une influence sur les comportements et les perceptions qu'ils ont du monde. C'est-à-dire la façon dont ils se voient eux-mêmes et la façon dont ils affecte la façon dont ils voient les autres et la façon dont ils se comportent avec les autres. Et dans le cas malien, donc comment cela se concrétise? Donc dans le cas malien, nous avons des rebelles Touareg et les groupes islamistes qui se voyaient d'abord au début de la conquête comme seulement des adversaires de l'armée malienne. Et ensuite, ils se sont mis ensemble, ils ont combattu l'armée malienne. Mais une fois que la conquête était terminée, alors là, ils se sont mis à se battre entre eux parce qu'ils se voyaient davantage différents en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ne se voyaient plus de la même manière. Donc voilà pourquoi ils se sont battus entre eux aussi au nord. Donc je passerai à un dernier modèle d'explication du conflit, donc qui s'appelle la gratification relative et aussi la privation relative, plutôt la gratification aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'idée clé, c'est quoi? C'est que dans n'importe quelle société donnée, les gens évaluent la position de leur groupe dans la société. Et selon que cette évaluation leur est favorable ou défavorable sur le plan politique, sécuritaire, ils ressentent de la satisfaction. Donc, gratification relative, nous avons plus que les autres. Donc, tout va bien. Donc, ou ils peuvent ressentir aussi du mécontentement, ou aussi ils peuvent ressentir l'injustice, ce qu'ils appellent l'injustice sociale. Et alors là, on est dans un cas où c'est la privation relative, c'est-à-dire qu'on a moins que les autres. Donc, il faut faire quelque chose quand on a moins que les autres. Et en ce moment-là, il y a des comportements, des revendications qui vont commencer à être affichées. Et dans le cas malien, par exemple, selon cette logique, les membres des groupes minoritaires Touareg se voient comme des personnes qui ont moins de ressources, moins de pouvoir économique et politique dans la société malienne que les autres. D'où le fait qu'ils vont prendre des armes pour arracher leur indépendance et être aux commandes. Et en ce moment-là, ils vont avoir tout pour eux. Donc voilà pourquoi ce modèle est aussi quelque part pertinent dans l'explication. Très bien. Alors je pense que avant même de resynthétiser tout ça, ce que je te propose, c'est d'écouter une icône de la musique malienne, encore une fois, nous parler avec ses mots, lui, de la différence, lui-même qui est parti d'une minorité, puisque c'est la minorité des albinos au Mali, lui qui a beaucoup œuvré à la reconnaissance même des albinos au Mali. Salif Keita, la différence. Et moi j'aime bien ça.
C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie se rappelle, yeah, la vie se rappelle. La vie se rappelle, chacun dans l'honneur aura son bonheur. La vie se rappelle, Dauphinembe, Dojale, Dokai Domoyi, Obeke Kule, Kankayon Dafa. La vie se rappelle, yeah, la vie se rappelle. La vie se rappelle, chacun a son tour, a son amour. La vie se rappelle, la vie se rappelle. La vie se rappelle, chacun dans l'honneur aura son bonheur. Ni bénéfice, il y a un que fit mon frère, fit mon bénéfice, n'est fini d'eau. Ni bénéfice, il y a un que j'aime mon frère, n'est mon bénéfice, n'est j'aime non. Ni fini, Salif Keita, la différence. Alors, on a beaucoup parlé, on a bien compris, je pense, ce rapport entre groupe majoritaire, groupe minoritaire. Dans la thèse que tu as déroulée, finalement, on a beaucoup plus parlé des Touaregs que des islamistes. Surtout pour imager, pour illustrer ton approche donc du groupe, de ces tensions qu'il peut avoir dans le groupe. Là, tu voudrais nous parler de cette crise finalement identitaire, puisque on va dire que c'est un dénominateur commun dans la thèse que tu as déroulée, c'est finalement ça, une crise identitaire qui fait que le Mali aujourd'hui n'a plus d'homogénéité. Oui. Si tant est qu'elle en a eu une un jour, ça peut-être que ça... Je dirais pas homogénéité, bon, parce que c'est un peu, on pourra difficilement avoir, même je suis pas pour qu'on soit homogène forcément, mais c'est pas peut-être ou une union, pareil. on va dire, Voilà. plutôt. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour moi, la crise malienne, je la conçois comme une crise identitaire. Et pourquoi? Parce que je pense que l'État malien n'a pas su offrir au Mali une identité nationale assez forte. Et pourquoi je le pense? Parce que, depuis l'indépendance du Mali, il y a absence de projet national solide et consistant. Alternance entre communisme, dictature et démocratie. Ça ne permet pas de construire une identité nationale assez forte déjà. Donc nous avons aussi la corruption généralisée. C'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, il y a la corruption partout, en France ou ailleurs. Tout à fait, vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'au Mali, la corruption est telle que nous assistons à la privatisation des prérogatives étatiques. C'est-à-dire que les personnes qui sont déléguées pour les services d'État marchandent ces services même. Et donc ça, c'est un problème qui fait que c'est difficile pour les Maliens de s'identifier fortement au Mali. Donc nous avons aussi la pauvreté. Le taux de pauvreté est élevé. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'indécence. Comment être
comment s'identifier fortement à un tel pays. Et aussi, il y a un problème de système de valeurs. Parce que qu'est-ce qu'on valorise au Mali le plus? Qu'est-ce que les Maliens valorisent? On sait par exemple que dans les pays occidentaux, la figure du citoyen valorisé, c'est un homme libre, indépendant, autonome et responsable. Au Mali, qu'est-ce qu'on valorise? Peut-être celui-là qui arrive à corrompre le maximum de personnes, peut-être. Mais on ne sait pas. Donc, il faut qu'on détermine les priorités par rapport à ça. Parce que l'ensemble des éléments font en sorte que il est difficile pour un Malien de s'identifier fortement au pays parce que ça donne l'impression que le sacrifice pour la patrie est inutile. Parce que pourquoi se sacrifier quand on sait que c'est foutu d'avance? Donc, il y a ce problème réel qui existe qu'il faut essayer de voir. Donc, dans ce sens, moi, je ne vois pas que c'est un problème Touareg forcément. Il y a peut-être le problème Touareg qui vient, mais il s'agit d'un problème du corps social malien. Donc, un problème qu'il faut traiter d'abord pour que le pays ne soit pas toujours livré aux prédateurs. Donc, nous avons aussi au Mali ce qu'on assiste aux difficultés du corps social malien à s'adapter au système de valeurs islamiques et libéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Par système de valeurs islamiques, moi je veux dire que dans ce genre de société, il s'agit d'un système de valeurs dans lequel la communauté est sacrée. Donc c'est la communauté qui est importante, très importante, à tel point que c'est la communauté qui va décider beaucoup de choses pour les individus et à eux de se conformer à la société pour avoir leur place. Donc, dans ce cas, c'est difficile parce que nous avons un pays qui a été aussi colonisé et donc qui a aussi un héritage libéral qui est là. Donc il y a un problème effectivement parce que ces valeurs libérales vont souvent entrer en collision avec des valeurs aussi communautaires aussi des fois. Donc nous avons aussi la difficulté à s'adapter à ces mêmes valeurs libérales. C'est libéralisme parce qu'on a un individualisme qui est là, un système de valeurs dans lequel l'individu est sacré. C'est-à-dire que c'est l'individu qui est important, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend la liberté de décider dans les règles sociales qui sont décidées, c'est-à-dire la loi. C'est la légalité qui est la seule limite pour l'individu. Donc l'individu est important. Et dans notre société, comment tout ça se traduit? Donc on a un Mali officiel qui est libéral. Donc, c'est-à-dire que les textes fondateurs de l'État malien sont libéraux. Donc, on a un État laïque, républicain, démocratique et respectant les droits de l'homme. Et puis, on a le Mali officieux où il y a le communautarisme qui est prêché par l'islam que je dirais malien. Parce que la famille est sacrée. Mais il s'agit d'un islam qui est pacifique et tolérant. Donc, le problème, pourquoi je parle de ça alors que je parle du conflit malien? Tout simplement parce que des tentatives de renforcement de l'un de ces deux systèmes de valeurs va conduire à un conflit. Et il y en a deux exemples. C'est le cas du Nord déjà. Quand les islamistes ils ont essayé d'appliquer la charia, les Maliens ils n'ont pas compris parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Les Maliens sont séduits par le côté humaniste de l'islam, le côté pacifique, tolérant. Mais ils ne savent pas l'autre côté qui est la charia. Ça n'a aucun sens pour les Maliens. On a vu que les populations du Nord, ils ont résisté. Et puis, de l'autre côté aussi, on a vu que lorsque l'État malien a essayé de passer un code civil, par exemple en 2009, qui va libéraliser un peu les mœurs. Donc, ce qui veut dire que dans le Mali, on va supprimer par exemple la polygamie, on va éviter les mariages avant la majorité et puis les religieux se sont montés au créneau et ils ont fait barrage à la loi. Et l'État était obligé d'abandonner beaucoup de propositions si bien que l'ambition était cassée déjà. Donc on a là le fait qu'il y a deux systèmes de valeurs qui opèrent mais qui sont quand même dans le système. Et si on essaie de les renforcer d'un côté, il y a déséquilibre. Et donc, il y a un problème. Donc, il faut voir ça. Ni prêts à se sacrifier pour l'islam radical. Les Maliens ne sont pas du tout prêts à abandonner
totalement le libéralisme pour un islam radical. Et vice-versa. Et vice-versa, ça c'est sûr. Et si on essaie de le faire, c'est un problème. Donc moi j'ai dit que c'est pourquoi moi je pense que au Mali, le système des valeurs, c'est-à-dire ce qu'on valorise le plus, ce n'est ni forcément l'islam, c'est-à-dire l'islam pur et simple, ni forcément le libéralisme, c'est-à-dire le libéralisme où on va casser les individus. Donc, pourquoi ? Parce que ces systèmes de valeurs ne résultent pas de l'expérience sociale malienne. Ce sont des systèmes de valeurs qui viennent d'ailleurs. Et maintenant, il faut qu'on filtre et qu'on trouve notre système de valeurs. Et voilà pourquoi moi je propose qu'on aille voir dans le passé, c'est-à-dire là où on était avant l'islam. Les Maliens disent que avant l'islam, il y avait ce qu'on appelle Maya. Oui, vas-y. Maya. Donc voilà, ce que les Maliens disent, c'est quoi ? C'est que si la Maya nana Maya Soroino. Comment traduire ça ? Ça veut dire que l'islam est venu trouver chez nous ce qu'on appelle Maya. Donc, c'est ça ce qu'on va voir après. Est-ce qu'on peut écouter Habib Koité nous parler déjà de ce concept ? Même s'il va le parler en bambara, ça va rien nous dire pour nous. Oui. Mais à la limite, on rentre déjà en musique dans le concept. Oui. Et tu nous expliques le concept plus en détail, qui pour toi est si ce n'est une solution, si ce n'est la solution pour résoudre ce problème qui pour toi est c'est une nature identitaire pour soigner finalement le corps social qui en a bien besoin aujourd'hui. Habib Koité avec Maya. Habib Koité avec ce superbe titre Maya, donc encore un morceau choisi par notre invité du jour, Chaka Balo. Vous êtes sur 93.3 Radio Campus, c'est Le Grain et nous parlons ce soir donc du conflit au nord du Mali et même plus largement que ça finalement du conflit de la crise même qui gangrène le corps social du Mali puisque c'est le terme que tu as employé, Chaka. Tu nous parlais donc de reconstruire l'identité malienne, toi, à partir même d'un héritage bien plus ancien que l'héritage islamique, qui remonte déjà, on peut dire, presque à 3 siècles, aller aux fondamentaux, avec ce concept de Maya dont a parlé Habib Koité. Est-ce que tu peux nous dire, donc, plus en détail, ce que tu entends par cette notion de Maya ? Donc, par ce concept de Maya, c'est-à-dire Maya, ça vient de la langue bambara, qui est la langue la plus parlée au Mali, donc la langue véhiculaire. Donc c'est 2 syllabes. Premier, ma, ça veut dire humain, homme. Et ya, ça veut dire être, identité. Et donc ce concept, ça veut dire identité humaine.
Ce qui veut dire un concept hérité des sociétés maliennes pré-islamiques et pré-coloniales. Et donc, il s'agit d'un système de valeurs dans lequel le lien entre les êtres humains est sacré. Peu importe qui ils sont, peu importe leur individualisme, comme ce serait le cas en Europe, la particularité des individus s'est valorisée. Peu importe aussi leur appartenance communautaire, comme c'est le cas aussi dans les systèmes, par exemple, des sociétés qui sont communautaristes. Donc, dans ce genre de société, c'est le lien, finalement, on a l'impression que lorsque l'individu est plus important, donc on a tendance à oublier les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas le lien humain qui importe. C'est-à-dire que c'est l'individu qui importe. Et lorsqu'on est dans une société où le communautarisme importe, on a l'impression que c'est la communauté qui importe plus que les individus. Donc il y a un déséquilibre de cette façon de voir les choses. Et chez nous, nous avons ce système qui fait que il y avait avant, on a l'identité humaine, c'est-à-dire la personne, qui qu'il soit, étranger ou pas, ça c'est pas important. C'est le fait qu'il soit un être humain. Et qu'est-ce qui soutient cela au Mali? Lorsqu'on regarde la société malienne, demandez ceux qui comprennent, par exemple à la Bambara, allez-y demander à quelqu'un de se présenter à vous. Donc, dans la présentation, ils vont toujours se présenter comme par rapport aux autres, c'est-à-dire en mettant en valeur la relation, ce qui les lie aux autres. C'est-à-dire, on se définira, je suis le fils d'eux, je suis la fille d'eux, je suis le père d'eux, je suis le cousin d'eux, je suis l'ami d'eux. On n'aime pas se définir en tant qu'individu, parce que ça, c'est mal vu dans notre société aussi. Et puis on n'aime pas aussi être perdu complètement. Donc il y a un système de valeurs déjà qui est là. Donc après aussi, il y a un autre exemple que j'aimerais aborder, c'est le culte des ancêtres. Ça c'est très important ça. Dans tous les groupes ethniques du Mali, il y a ce qu'on appelle le culte des ancêtres a été perpétré au Mali. C'est-à-dire que même après la mort, le lien entre les êtres humains reste sacré. C'est cela. Et même l'islam n'a pas réussi à effacer cela au Mali. Pourquoi? Parce qu'il y a les mausolées de Tombouctou, par exemple, les 33 saints. Il y a des gens qui vont prier dessus. Alors que dans l'islam, la prière, c'est direct. Ça s'envoie à Dieu. On ne va pas prier sur la tombe de quelqu'un d'autre. Mais là, c'est notre façon de nous approprier de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a un système de valeurs qui existe chez nous. Même si cela est en train de partir aujourd'hui, malheureusement, et qu'il faut reconstruire pour donner un système de valeurs consistant à la société qui permettra d'intégrer des valeurs qui viennent de l'Occident ou des valeurs qui viennent aussi des pays islamiques. Mais ce serait nous qui filtrons ces valeurs. Et ce seront nous qui essaierons de faire en sorte que ces valeurs, on les filtre de façon à ce qu'il y ait un équilibre social qui existe. Comme c'est le cas par ailleurs. Donc, moi je pense qu'il faut rétablir cette primauté, la primauté du lien entre les individus. Pourquoi? Parce que pour pouvoir prendre des armes et se battre contre quelqu'un et tuer quelqu'un, il faut déjà lui enlever les qualités humaines. C'est-à-dire qu'il faut le considérer déjà que ce n'est pas un être humain. À partir du moment où le lien, on considère l'autre comme un être humain comme nous, il nous sera difficile de l'abattre comme ça, comme un animal. Donc voilà, il faut renforcer ce lien entre les individus et comment à travers l'école, à travers la sensibilisation, à travers la culture. Donc on va essayer de chercher à reconstituer ces valeurs pour avoir finalement une identité nationale qui a des valeurs, qui a du sens, parce que ça vient de notre expérience sociale depuis longtemps et c'est inscrit dans notre patrimoine ancestral. Dans notre ADN. Voilà, donc c'est là. Donc ça veut dire que c'est l'ossature même de notre civilisation finalement qu'on est en train d'abandonner. Et donc en tant qu'ossature de notre civilisation, en tant que squelette de notre civilisation, c'est-à-dire l'ensemble des os de notre corps, il faut quand même qu'on le reconstitue. Parce que sans squelette, le corps est sans forme et reste pas debout.
Et parce que aussi, sans squelette, qu'est-ce qu'on a? Les muscles, ils vont s'accrocher à quoi? Et les muscles qui constituent le corps, les groupes sociaux, ils peuvent pas s'accrocher. Ils vont s'accrocher où? Il y en a pas. Et sans aussi squelette, comment les cellules du corps, c'est-à-dire les individus de la société, ils vont se nourrir? Puisque c'est dans la moelle osseuse qu'on va fabriquer leur nourriture, et que c'est dans cette moelle osseuse-là que leurs relèves sont fabriquées. Et lorsqu'on a un corps social qui n'a pas de muscles, qui n'a pas d'os, alors le corps, comment il va survivre? Il va perdre son âme. Il n'a pas de défense. Il est livré aux prédateurs de toutes sortes. C'est-à-dire que tout le monde peut venir parce que les organes vitaux de la société sont exposés. Donc voilà pour moi la profondeur de cette crise. Très bien. Et qu'il faut aller voir et qu'il faut continuer à travailler sur des pensées telles pour qu'on puisse avoir une identité sociale forte, des valeurs pour lesquelles les Maliens sont prêts à se sacrifier, pour qu'on ait un pays solide, enfin, comme nous avons eu des 3 grands empires dans le passé. Je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit, messieurs, puisqu'on finissait l'année par une émission sur Nelson Mandela, on finissait l'année par sous le signe de l'Ubuntu. C'est ce que j'allais dire, oui. Et je pense que ça vous est venu à l'esprit. Ce que décrit là, ce que décrit Chaka aujourd'hui, c'est finalement, ça, on revient encore à cette notion fondamentale qui est l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Nous sommes, oui. Je n'ai rien sans le tu. La première émission que j'avais consacrée, le premier grain parlait donc d'amour, mais parlait de cette importance. Le je n'ai rien sans le tu. Finalement, on finit l'année comme ça, on la reprend comme ça. Je pense qu'on est vraiment là au cœur du problème. Ce lien qui est défait, il va être défait par le libéralisme, il va être aussi défait, comme tu l'as dit, par peut-être des modèles qui ne sont pas adaptés ou qui ont été pour aller plus loin dans ta métaphore anatomique. Peut-être que c'est des greffes qui ne prennent pas. Peut-être. Oui. Là, je pense que tu as touché le nerf. Voilà, je continue vraiment jusqu'au bout la métaphore. Le nerf du problème. Il nous reste 8 minutes. Je pense on a beaucoup de choses à dire. Raymond, tu voulais poser une question ou Maxime, tu voulais poser une question à Chaka peut-être sur un point précis. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Effectivement, le tissu social est très important dans la mesure où c'est l'ensemble qui a une valeur. Or, je remarque que depuis les colonisations, tout a été mis en œuvre pour casser justement ce tissu social. Et il est très important pour nous tous, Africains, de prendre conscience de ça. Ce dont tu parles au Mali, eh bien, il en va de même dans beaucoup de pays africains. C'est parce que nous sommes individualistes, c'est parce que nous croyons que notre groupe est plus important que l'autre groupe, que des prédateurs ont le terrain tout à fait bien balisé pour venir faire tout ce qu'ils veulent faire de façon très très cynique. Tu as parlé un peu du sous-sol malien, eh bien il n'est pas impossible du tout, voire même certain, que c'est une partie du problème également. Ce sous-sol fait que on crée un peu des tensions et pendant que vous vous battez, nous on ramasse. Ce qui s'est passé en Libye a été le facteur déclenchant de ce conflit. On a largué des armes soi-disant à des rebelles contre Kadhafi. On ne sait pas dans les mains de qui c'est tombé. Et comme par hasard, quelques mois après, il s'est passé ce qui s'est passé au Mali. Et on peut aller plus loin. En tout cas, ce qui est important, le message à faire passer, c'est cette prise de conscience de
l'ensemble du tissu social. Je suis parce que tu es. Et sans ça, eh bien, on n'ira nulle part. Ça, c'est très très important. Et moi, là où je suis très content de t'avoir reçu, Chaka, et j'espère que tu pourras revenir même, parce qu'une heure c'est trop court, c'est que finalement, tu as montré aussi l'impasse intellectuelle, l'impasse conceptuelle, de vouloir réduire l'homme à quelques minces facteurs. Tu as listé un ensemble de facteurs, tu as montré la complexité de l'homme. L'homme est complexe, la nature est complexe. Je suis d'accord avec ça. ça. Et il n'y a pas seulement des facteurs, soit seulement des facteurs, c'est-à-dire le méchant ici qui va profiter d'eux, qui va tout orchestrer et ou seulement c'est seulement la cause des autochtones qui n'arrivent pas à prendre leur destin. Oui. Tu as montré vraiment qu'il y avait une complexité dans tout cela. Alors effectivement aussi c'était difficile, t'as dû synthétiser tout ça, tu travailles sur tout ça, c'est un travail de longue haleine, on sent que c'est un sujet qui te touche, donc je suis vraiment très heureux que tu aies pu développer voilà, de façon synthétique. Il y a beaucoup de choses à redire. Est-ce que peut-être même tu voudrais rajouter un mot avant que ne sonne le glas? Ouais, peut-être, ouais. Et d'abord, moi, je pense, effectivement, il y a cette question de beaucoup de gens qui viennent, mais moi, je suis plutôt dans une démarche de compréhension, c'est-à-dire que je cherche à comprendre la situation. Et puis, après, je suis dans une démarche de construction. C'est-à-dire que là, il y a des thèses qui avancent, effectivement, qu'il y a des prédateurs qui sont là. Et que cela soit vrai, par exemple. Disons, il y a des thèses qui vont dire la France est intervenue au Mali, où les Occidentaux viennent, ils vont piller l'Afrique. Il y a des thèses qui avancent ça. Moi, je ne dis pas que c'est faux. Mais pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique et pourquoi l'Afrique? Pourquoi pas d'autres parties aussi? Donc moi je pense qu'il faut quand même essayer de voir, d'être dans une démarche de construction. Et puis moi je pense aussi, les Français n'ont pas élu leur président pour par exemple qu'il aille défendre les intérêts du Mali. Moi je pense que je suis pas d'accord. Moi j'imagine que si notre président, il partait défendre les intérêts d'autres pays, sans prendre en compte les intérêts de mon pays, moi je serais frustré. Donc moi je trouve tout à fait normal dans ce lien entre les hommes qu'il y ait quand même cette compétition, que les gens aussi cherchent à avoir leurs intérêts. Et pourquoi nous on n'arrive pas à défendre? Est-ce c'est-à-dire qu'on est inférieur intellectuellement ou qu'on n'arrive pas à faire? Ben non, moi je suis pas d'accord. Parce que nous avons des capacités et donc nous pouvons faire quelque chose. Et c'est cette démarche, c'est ce levier-là que moi je pense qu'il faut utiliser. On est conscient de ce qui se passe dans le monde, mais il faut aussi qu'on essaie d'expliquer les choses de cette manière, de sorte qu'on puisse faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on va au Mali, tout ce qui se passe au Mali, tout le monde a l'impression que c'est une sorte de fatalisme. C'est-à-dire qu'on ne peut rien parce qu'il y a des puissances occidentales qui viennent. Donc personne ne peut faire quelque chose. Donc on est destiné à mourir. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi je pense qu'on peut faire quelque chose. Et donc pour pouvoir faire ça, ça dépend de comment on explique notre comportement. Et c'est-à-dire les événements. Parce que si on les explique de cette façon, j'ai bien peur que les gens ils soient fatalistes et qu'ils ne fassent rien. Parce que tout est joué d'avance. Je pense qu'on va conclure sur ça. Est-ce que tu acceptes je te mets au pied du mur, la trame que tu avais prévue pour l'émission? Est-ce que tu peux mettre ça est-ce qu'on peut mettre ça en ligne peut-être ou peut-être retravailler le document pour mettre ça à disposition des auditeurs? Ouais, il n'y a pas de souci. Peut-être pour rentrer plus en détail sur ces sujets. Comme tous les autres invités, si tu peux nous donner des sources, au moins, peut-être pas ton texte, mais des sources, des choses comme ça pour aller plus loin. Moi, je vous rappelle que la